Sur le plateau de Gizeh, une question dérange dès la première seconde. Comment des hommes qualifiés de primitifs ont-ils pu réaliser ce que notre technologie moderne peine encore à reproduire? Aujourd'hui, nous disposons de lasers, de satellites, de modélisation numérique, de machines-outils de haute précision. Et pourtant, la Grande Pyramide, vieille de plus de 4500 ans, présente des alignements cardinaux avec une erreur inférieure à quelques centièmes de degré. Des blocs de plusieurs tonnes ajustés au millimètre. Un plateau nivelé sur des centaines de mètres avec une précision qui défie encore nos standards. Alors une autre question s'impose. Sommes-nous face à une prouesse archaïque ou à un niveau de connaissance que nous avons sous-estimé? Et au cœur de ce dispositif, le sphinx. Pourquoi son corps massif porte-t-il les traces d'une érosion par l'eau impliquant un climat bien plus ancien que l'Égypte dynastique connue? Pourquoi semble-t-il appartenir à une autre époque que les pyramides qu'il surveille? Et si l'on ajoute à cela la situation géographique stratégique de Gizeh, ses alignements célestes, son dialogue constant avec le ciel et le temps, une évidence apparaît. Le récit officiel ne répond pas à toutes les questions. Pas besoin de croire, il suffit d'observer, de mesurer, de comparer. Alors la vraie interrogation devient, et si Gizeh était le vestige d'un savoir ancien, bien plus avancé que ce que l'on nous enseigne? Dans cette vidéo, nous confronterons les chiffres, les technologies d'hier et d'aujourd'hui, et les anomalies visibles sous nos yeux. Et à la fin de ce voyage, nous nous pencherons sur les visions d'un homme qui a osé dire ce que beaucoup n'osaient même pas envisager. Sur le plateau de Gizeh, les chiffres ne racontent pas une légende. Ils racontent un problème. Commençons par les dimensions. La Grande Pyramide mesurait à l'origine 146,6 mètres de hauteur, avec une base de 230,3 mètres de côté, quasi parfaitement carré. La différence entre les côtés? Moins de 20 centimètres sur plus de 230 mètres. Même aujourd'hui, obtenir une telle régularité à cette échelle nécessite instruments laser, station totale, contrôle numérique continu. Mais à Gizeh, aucune trace de ces outils. Deuxième chiffre dérangeant, l'orientation. La pyramide est alignée vers le nord vrai, pas le nord magnétique, avec une erreur estimée à environ 0,03 à 0,05 degrés. Pour comparaison, cette précision rivalise avec des bâtiments modernes conçus avec GPS et satellites, sans boussole, sans télescope, sans informatique. Troisième anomalie, le nivellement du plateau. Le socle rocheux sur lequel repose la pyramide présente une variation de niveau inférieure à 2 centimètres sur toute la surface. Un terrassement d'une telle précision, sur plusieurs hectares, est aujourd'hui encore une opération lourde, coûteuse, hautement technologique. Et pourtant, cela a été réalisé il y a plus de 4500 ans. Ces chiffres ne sont pas isolés. Ils ne sont pas accidentels. À Gizeh, tout est relié. La pierre, la terre et le ciel. Sur le plateau de Gizeh, les pyramides ne sont pas disposées au hasard. Elles forment un ensemble cohérent, pensé à l'échelle du paysage et du ciel. D'abord, l'orientation. Les pyramides sont alignées selon les axes cardinaux, avec une précision extrême, comme si le nord, le sud, l'est et l'ouest étaient à la base même du projet. Mais ce n'est qu'un début. Lorsque l'on observe leur disposition relative, un parallèle s'impose. La position des pyramides reproduit la configuration de certaines étoiles majeures, notamment dans la constellation d'Orion, associée dans l'Égypte antique au cycle, à l'ordre cosmique et à l'éternité. Un lien symbolique? Peut-être. Mais la question reste entière. Comment une civilisation dite primitive aurait-elle pu intégrer une cartographie céleste précise dans un projet architectural terrestre? Ajoutons à cela la situation géographique de Gizeh. Un emplacement stable, un horizon dégagé, une visibilité parfaite des levées et couchers d'astres. Gizeh fonctionne comme un point d'ancrage entre la Terre et le ciel. Et au cœur de ce dispositif, le sphinx, orienté vers l'est, face au lever du soleil, comme un marqueur du temps, un gardien des cycles, placé là non pour décorer, mais pour signifier. Alors une évidence se dessine. Gizeh n'est pas une accumulation de monuments. C'est un système astronomique intégré où l'architecture répond au ciel et où la pierre encode le temps. Ce n'est plus de l'artisanat ancien. C'est une vision globale du monde. Et plus on observe, plus une question devient impossible à éviter. Qui possédait ce niveau de compréhension du ciel, de la terre et du temps? Il y a plus de 4500 ans. Au cœur du plateau de Gizeh, le monument le plus ancien n'est peut-être pas une pyramide, c'est le sphinx.
Et c'est là que le récit officiel commence à se fissurer. Le sphinx n'est pas bâti bloc par bloc. Il est taillé directement dans la roche-mère. Son corps raconte donc une histoire géologique. Regardons les faits. Sur ses flancs et dans l'enceinte qui l'entoure, on observe une érosion verticale profonde, des sillons arrondis, des traces de ruissellement prolongées. Ce type d'érosion n'est pas causé par le sable, le vent poli. Il n'entaille pas ainsi. Ce sont des marques liées à l'eau, à des pluies abondantes, à un climat humide et durable. Or, un tel climat n'existe plus en Égypte depuis des millénaires, bien avant l'Égypte dynastique. Alors une question simple surgit. Comment un monument officiellement daté d'environ 4500 ans porte-t-il les traces d'un climat qui remonte à 7000, 9000, voire plus de 10 000 ans? Autre anomalie. La tête du sphinx est disproportionnée par rapport à son corps, comme si elle avait été retaillée ultérieurement. Un corps ancien, une tête plus récente, comme si le sphinx avait traversé le temps, réutilisé, modifié par des civilisations successives. Et pourtant, il fait face à l'Est, au lever du soleil, comme un marqueur des cycles, du temps long, bien au-delà d'un simple règne royal. Alors posons la question sans détour. Le sphinx est-il un simple monument funéraire ou le vestige d'une époque que l'histoire officielle ne s'est pas encore intégrée? Car si le sphinx est plus ancien que les pyramides, alors tout le calendrier de Gizeh vacille. Et ce que nous pensions être le début pourrait bien être une fin de cycle. À ce stade, une chose est claire. Les chiffres de Gizeh posent des questions. La science en éclaire certaines. D'autres restent ouvertes. C'est précisément dans ces zones d'ombre qu'apparaît un homme à part, Edgar Cayce. Cayce n'était ni archéologue, ni historien, ni ingénieur. C'était un homme ordinaire qui, en état de sommeil profond, livrait ce qu'il appelait des lectures, des réponses dictées d'une voix neutre, transcrites, datées, archivées. Au cours de sa vie, il en a donné plus de 14 000. Des lectures médicales d'abord, dont certaines ont conduit à des améliorations documentées, là où la médecine de son époque n'avait plus de réponse. À cause de cette capacité troublante à parler avec précision une fois endormi, la presse américaine lui donna un surnom, The Sleeping Prophet, le prophète endormi. Mais Cayce ne s'est pas arrêté à la santé. Dans plusieurs lectures, il évoque Gizeh et affirme une chose radicale. La Grande Pyramide n'aurait jamais été conçue comme un tombeau. Selon lui, c'était un centre de connaissances, pensé pour mesurer le temps, les cycles de la Terre et les transformations de l'humanité. Il parlait d'un savoir antérieur à l'Égypte dynastique, hérité d'une civilisation plus ancienne, puis réutilisé par les pharaons. Il affirmait aussi que le sphinx était bien plus ancien que ce que l'on enseigne, érigé à une époque où le climat de l'Égypte était radicalement différent. Cayce n'a jamais apporté de preuves matérielles. Il n'a jamais demandé qu'on le croie. Il a simplement laissé une lecture alternative du problème. Et aujourd'hui, face aux chiffres, aux anomalies et aux questions toujours ouvertes, une interrogation demeure. Et si Gizeh ne représentait pas le début maladroit d'une civilisation, mais l'héritage d'un savoir que l'histoire a fragmenté? Ce n'est pas une certitude, ce n'est pas un dogme, c'est une invitation. Car lorsque la géométrie, la géologie, l'astronomie et les récits anciens pointent vers les mêmes zones d'ombre, le débat ne porte plus seulement sur ce que nous savons, mais sur ce que nous acceptons encore d'examiner. Et ces questions t'interpellent? Si tu aimes les récits qui vont au-delà des versions toutes faites, abonne-toi à la chaîne Destin de légende. Ici, on ne raconte pas l'histoire, on l'interroge. À très vite.